Ça fait la 5e génération que je suis ici, au minimum, enfin à la campagne du Haut, puisque c'est ma campagne de famille. Et bon, on a toujours fait éleveur, de père en fils. Alors l'huile de cad était un bon élément pour le soin, autant pour quelquefois la désinfection, désinfecter des plaies, mais surtout pour éloigner les mouches et pour éloigner les vipères aussi. L'odeur devait éloigner les vipères, puisqu'on a noté au sabot des mules, quand les mules devaient aller dans un endroit où c'était bourré de vipères. On s'en sert pour les brebis, de l'huile de cad, pour les plaies, quand il y a une plaie où il y a des vers, on met un peu de l'huile de cad pour les faire claquer les vers, et pour désinfecter la plaie aussi. Et surtout autour de la plaie, pour que les mouches ne reviennent plus mettre des vers. Et quelquefois pour des tiques aussi. Quand on voit un tique sur une brebis, on y met un petit peu d'huile de cad avec un pinceau. Ça tue le tique et évidemment ça nettoie la plaie que le tique a pu faire, quoi. Aussi pour tout ce qui se passait, pour quand les brebis maigrissaient, mais enfin je suppose qu'aujourd'hui qu'on connaît un peu mieux, c'est quand elles ont des vers, soit du ténia, soit petite double, soit de strongulose, on lui donnait de l'huile de cad dans le sel. Seulement il y avait un inconvénient là-dessus, c'est que les brebis perdaient les dents assez vite. C'est tout. Une brebis à 7 ou 8 ans, elle n'avait plus de dents. Donc la preuve des personnes qui meutaient quelquefois, qui se soignaient elles-mêmes avec de l'huile de cad. Qui se soignaient les dents avec de l'huile de cad. J'ai mon grand-père qui se mettait de l'huile de cad dans les dents cariées. Et je crois que les dents tombaient après. Alors, il y avait de l'huile de cad de 2 qualités. Et on avait une huile de cad qui était bien noire, bien foncée, et une autre qui était un peu rougeâtre, qui était moins bonne, qui serait été moins bonne. On trouvait la fine, donc la bien foncée, la noire, l'huile de cad, dans les pharmacies, et on trouvait plutôt l'autre dans les drogueries. Alors on se servait de la noire, on serait surtout de l'huile de cad noire pour des plaies, pour désinfecter. Par exemple, on se serait servi plutôt de la rouge pour éloigner les mouches, les vers, ou pour même éloigner les vipères. Je m'en sers encore. Vous en trouvez encore, vous, des fours à cad qui le font? C'est fini, je crois que c'est les derniers, c'est mon frère Arrigo, en 1955. Le lieu se prêtait à la végétation du cad, hein, et ma foi, et de ce fait, ils avaient pas fait les fours, les anciens, hein, ils avaient fait les fours à cad, hein, pour essayer d'en prendre un bénéfice, gagner quelques sous. Et il était implanté sur le massif là, de l'arrière-pays de l'Acadie, hein, et tout le long il y en a 3 ou 4, vous en avez un dans le creux là-dessus, et un tout à fait au sommet là-haut, et puis celui-ci qui est en face là, et puis derrière, au-delà des mamelons, là, vous en avez d'autres. Hein. Celui-ci, il est encore bien conservé là. D'autres dans les années 30 à 40. C'était le père de Honoré Giraud qui les faisait fonctionner.
Le dernier four à cadre, on l'avait construit avec mon père en 50... attends un peu. Eh oui, en 49, 50 par là. Et après, c'est mon frère mon père a commencé à se faire vieux. C'est mon frère qui est retourné du régiment, il n'avait pas de travail et il a continué pendant 2 ans à faire de l'huile de cadre avec un collègue du régiment. Et ils se sont arrêtés vers 1955 par là. Quand Dédé était avec Jules à Riboulow, c'était pas en 55 qu'ils sont arrêtés? Oui, et après, bien sûr, on a tout abandonné. Moi, je suis rentré à la poste, mon frère est rentré à l'Arsenal et ça s'est arrêté comme ça, quoi. Mon père était né en 1892 et son père, il faisait déjà de l'huile de cadre. Alors vous voyez que ça remonte assez loin, hein. Et puis, comme je vous dis, à cette époque, il n'y avait pas eux qui travaillaient à faire de l'huile de cadre. Toute jeune, j'ai commencé environ à l'âge de 10 ans à suivre mon père dans la colline. J'ai travaillé environ 15 ans dans la propriété d'Estienne Torres, de l'âge de 10 ans jusqu'à 25 ans. Et là, après, comme il n'y avait plus de cadres, nous sommes allés à Ribot. Nous sommes allés à Ribot et là, j'étais moi et mon frère, on aurait commencé depuis aller à l'école, il était grand, bien sûr. Et on était tous les trois là-haut, mon père, on aurait, avec moi. On faisait la cabane avant de construire le four parce qu'on était obligé de rester sur place le soir. Et même s'il pleuvait. Parce que souvent, comme à Ribot, on a fait le four là-haut au mois de mai, en 39. Pendant tout le mois de mai, il a dû pleuvoir au moins 15 jours de fil. Et ça fait que quand il pleuvait trop, on se mettait dans la cabane. Et après, on continuait. Bon, alors, quand la cabane était faite, on attaquait le four. Le matin, il fallait partir de bonne heure pour aller à pied, pour aller où on arrachait les cadres, il fallait marcher au moins 2 heures, hein, du village. C'est pour ça que le soir, très souvent, il couchait à la cabane, il était sur place. Et là, ma foi, il n'y avait pas tout le confort, voilà, hein. On faisait des lits, il faisait des lits comme tous les bûcherons faisaient, avec des branchages, une barre de pain pour faire le côté, là. Et dedans, on mettait du morvan. Vous savez, le morvan, c'est un peu comme le cadre, mais ça pique pas. Et puis ça faisait comme un matelas, quoi. Et on faisait le feu dans un angle de la cabane, avec... on mettait 2 pierres comme 2 aglos, par exemple, et on faisait le feu là-dedans. On faisait chauffer la marmite. On faisait la soupe, bien sûr. Enfin, la soupe, c'était le repas quotidien. Et un morceau de fromage, de saucisson, et ça y est. Et on s'asseyait sur le bord du lit et on mangeait sur les genoux, la soupe. Et non, c'était pas bonne cette soupe dans le bois. Si vous savez ce que c'est bon dans le bois, c'est excellente la soupe qu'on faisait. Toute soupe, toute simple, hein. Bon, on était bien dedans, parfois c'était... Et la nuit, on entendait les renards, on entendait les sangliers. Et là, à cette époque-là, surtout à Ribot, là, quand on voulait manger un lapin, c'était pas difficile. Juste avant le coucher du soleil, avant que la nuit arrive, là, il y avait des lapins plus qu'à présent. Bon, mais moi, j'étais encore jeune, mais enfin, je me servais d'un fusil quand même. Et on regardait, quand il voyait qu'il y en avait un ou deux, dans le carré de lisière, on le tuait. Le lendemain, on mangeait des lapins comme... bien sûr, après quand j'ai pris le permis et tout ça, et c'est obligé, ça vient seul, en étant tout le temps dans la colline, comme ça, vous voyez. Alors moi, maintenant, ma foi, je crois que, à part la grive, hein, avec les appelants, là, on part le matin avec le faille de gave, comme on dit, là. On va se poster, et ma foi, remarquez qu'on n'en tue pas des masses, mais enfin, on arrive à faire quand même quelques bonnes petites brochettes.
Là, il y a le four. Il y a mon père qui le bourre avec la rame, avec sa grosse fourche, la grande fourche. Il y a mon frère André et ma soeur Lucienne. Et là, mon père est en train de bourrer le four. Et l'huile de cadre, c'est la Dorian qui sort. Parce que là, il s'est par côté. Il y a du bois, et là, je vois, il y a un tas de bois que c'est tout chapé, tout prêt pour mettre dans le four. Et là, ça, c'est moi. Je suis devant la cabane. Je lave la vaisselle dans le tien. Là, il y a la porte de la cabane. Et je fais ma vaisselle. Et là, après, où c'est l'autre? Là, encore le four. Là, ça doit être en bas à Ribou, ça. C'est pas celui de Jacques Dupierre. Hein. Celui-ci d'arbuste, c'est le cad. Il a des baies plus grosses que le genévrier. Elles sont en principe, quand elles sont marron. Et il a les baies pour la saison prochaine. Et surtout à la feuille qui a double rainure. Hein. La feuille, elle est presque pareille que le genévrier commun, mais moins piquante et moins drue. Et l'arbuste pousse en touffe. Hein. Tout arrondi. Le bois a la particularité de sentir une odeur particulière et il sent bon en principe. Toute bête la respecte, l'adore. Et plus il est vieux, plus il peut avoir d'huile. Et là, nous avons fait une coupe, mais il est évident que si on avait arraché, si on arrache la soupe, il y a beaucoup plus d'huile. En principe, c'est la souche qui compte. C'est là où il y a le plus d'huile. Et quelques branches, mais il y en a très peu dans les branches. Les branches, on s'en servait pour chauffer, vous voyez. On travaillait, disons, 2-3 mois à couper le bois de cadre, à arracher la souche, parce que, avec les outils que je vais vous faire voir. Ils sont tous arrangés par là, mais on s'en sert plus souvent. Alors, on va commencer pour vous montrer. Voilà, alors, premièrement, voilà, ça c'est un pic qui servait à déraciner les souches, qu'on appelle lissadon en provençal. Ensuite, il y a, voilà. Ça c'est une hache qu'on appelait le passe-partout, qui servait à couper les racines pour arriver à déraciner la souche. Et ça, alors, ça c'était pour couper les branches de cadre avant de l'arracher. Vous voyez, ça fait comme un arbuste le cadre. Il y en a des gros, des petits. Alors ça, on se servait de ça. Et du fauxon qu'on appelle. Ça c'est, disons, c'est une hachette plutôt. Nous on appelait le picoussin, mais c'est la hachette. Voilà de quoi on se servait. Et puis il y a la question de transporter le bois sur le dos avec une fourche en bois qu'on appelait l'ail. Voilà, c'est ça. Alors là, quand on avait fini la journée, le soir, en rentrant à la cabane, on remplissait ça de souches, là, et on le portait comme ça sur le dos, bien à la verticale, parce qu'il ne fallait pas que ce soit en avant, on aurait tendance à tomber tout. Alors on portait comme ça. Et ça faisait à peu près dans les 40 ou 50 kilos de bois qu'on mettait dessus. Et alors le soir, quand on avait bien travaillé, en rentrant à la cabane, on s'appuyait. Alors on l'appelle l'ail, mais je ne sais pas qui c'était le plus âne des deux, hein, si c'était lui ou si c'était celui qui le portait. Voilà.
On a transporté au four avec les charrettes, avec leur mulet, parce que ça faisait assez loin du four, de là-haut, de la ferme de Rabeuf. Et de là, on transportait le bois en bas où, le garde où il y a la maison du garde. On faisait la provision, bien sûr. Après, on charriait à la fabrique, au four. Et ensuite, quand c'était le moment de brûler, en octobre, mais pour mieux, on faisait les vendanges au coussin. On rentrait tout le vin. Et après, vers le 15-20 octobre, on mettait le feu jusqu'à pendant Noël. Si on avait assez de la quantité de bois voulu, alors on mettait le feu au four et ça continuait tant qu'on avait du bois. Pour construire le four, il fallait premièrement, il fallait choisir un endroit qui convenait un peu sur une butte, pas comme celui qu'on a fait là-haut chez le comte, alors qu'il est trop dans un trou, vous voyez, et il marchera jamais parce qu'il est dans un trou et il n'y a pas assez de tirage. Et alors on choisissait un endroit un peu qui nous convenait, et après on faisait un peu des petites fouilles, parce que c'était tout fait en pierre sèche. Hein. Il y avait pas une truelle de mortier, tout en pierre sèche, et ces pierres, il fallait aller les chercher à certains endroits, au moins à 200 ou 300 mètres, avec la charrette. Et après, ce qu'il fallait aussi, trouver un endroit qui ait de l'argile blanche pour faire l'intérieur avec les briques. La fabrique qu'on appelait. C'était tout monté comme les maçons, ils emploient le plâtre pour faire des cloisons. Et là, en somme, c'était une cloison qu'on faisait. Mais tout une brique sur l'autre avec de l'argile blanche. Et puis on badigeonnait l'extérieur et l'intérieur, et ainsi de suite. On montait les deux côtés du mur, en même temps on montait la fabrique. Mais ça demandait au moins, à deux, je vous dis, ça demandait au moins un gros mois de travail. Ça dépend si le temps ne nous dérangeait pas. En arrivant à la cabane, moi j'avais mon petit soupon, je m'asseyais dessus, devant j'avais encore un morceau de bois, mais il fallait couper toutes les cornes, enfin les gros morceaux qui dépassaient, il fallait les couper avec le fausson. Et mon père avait la picosse, il faisait des petits morceaux, pas moi, des morceaux de pain de bois comme ça, vous voyez, pour qu'ils puissent rentrer dans le four. Et on nettoyait bien le bas de la fabrique, on appelait là. On rebouchait et on remettait du bois nouveau, par en haut. Là. Après on bouchait tout et on commençait, quoique le feu marchait en permanence dessous. On recommençait à bourrer avec toutes sortes de, quand on avait des branches, des grosses et des petites.
Et vers les midi, 1h, la fournée était prête. Hein. L'huile commençait à couler vers les 10h. Et puis quand on voyait qu'il sortait presque plus de fumée dessous la fable où il y avait la cornue qu'on récupérait l'huile, il sortait une petite fumée, mais très peu. Alors là, ça coulait plus. Ça dégoûtait de goutte à goutte et là, on arrêtait tout. Voilà, ça commence à couler comme ça quand le four est coulé. Voilà, il coule comme ça, tac, tac, après il coule un peu comme ça. Ça c'est bon. Il levait la plaque, le malon, que mon père il met tout le matin, bien sûr. Il levait ça et avec un crochet à moi. Avec la banaste, il se mettait dessous et tirait le charbon qui tombait dans la banaste. Et il venait, le trou était devant même le four, vous voyez. Il vidait ça dedans. Et moi, j'étais là avec la pelle, parce que bien de fois, ça prenait feu, le charbon. Alors, avec de la terre, avec la pelle, j'envoyais de terre dans le trou. Ou soit dans le four. Des fois, ça prenait mon père vite, vite, de la terre. Moi, que j'étais là avec la pelle, j'envoyais de terre dans le four pour éteindre la flamme. Sinon, tout brûlait. Avec les sades, il levait la terre. Et après, avec les sades toujours, c'était profond, le trou, peut-être comme ça. Il levait le charbon, il le tirait en arrière. Et moi, avec le râteau derrière, je le relargeais. Vous voyez, qu'on puisse pas le ramasser proprement. Il y avait beaucoup de fumerons. S'ils étaient un peu longs, ça fait pas, faut pas les prendre. Parce que ça fume, et on avait de reproches. Vous comprenez? Alors s'il était bien brillant, bien rond, joli, là, au coup d'œil, on le voit. Alors ça, on le mettait dans le sac. Et bien tassé, et avec du morvan, je couvrais dessus, avec une ficelle. D'un côté et de l'autre, on attachait, et on le portait à vendre. Il fallait compter entre 15 et 20 kilos d'huile par matin. Ça dépend de la grosseur du four aussi, vous voyez. Là, le four qu'on avait fait à Rive, alors, il était gros. Il fallait presque 150, 130 kilos de bois pour remplir la fable là-haut. Et ça rendait entre 18 et 20 kilos d'huile par jour. Ben, on avait deux ou trois marchands qui ils achetaient, je sais pas, ils en faisaient après pour des médicaments ou plutôt pour des produits vétérinaires aussi, vous voyez. Mais on en expédiait même à Paris, à Nice, beaucoup à Nice. Cher monsieur, nous avons bien reçu votre lettre du 19 courant et sommes heureux d'apprendre que vous comptez vous remettre prochainement au travail. Vous serez content sans doute de travailler à nouveau avec le fils. Et lui-même ne sera pas fâché d'abandonner le métier militaire. Ah ben ça c'est mon frère André, c'est le dernier. Toutefois, nous devons vous signaler à nouveau la difficulté croissante que nous éprouvons à vendre l'huile de cade par suite du prix élevé auquel vous êtes arrivé et des importations d'huile de cade du Levant et du Maroc. Ça va dans les poumons, c'est que ça sent bon.